Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce webinaire que nous consacrons aujourd'hui à la médiation des conflits en entreprise. Alors, juste avant qu'on commence, comme vous entendez, ma voix n'est pas tout à fait normale. Si jamais je ne peux plus parler, mon ami François prendra le relais. Donc, cette médiation des conflits, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Previa. En tant qu'intervenant en santé et en qualité de vie au travail, on a tous vécu des conflits dans notre environnement professionnel et que nous soyons au cœur de ce conflit ou simples témoins, le plus souvent, ces situations ont un retentissement sur nous qui peut aller d'un simple inconfort jusqu'à malheureusement un profond mal-être. Et lorsque ces tensions se multiplient au sein d'un collectif de travail, eh bien, les impacts sur la santé, mais aussi sur l'engagement, sur la motivation, se font sentir et peuvent avoir parfois des effets délétères sur les individus et par extension, évidemment, sur le travail lui-même. Alors, j'ai demandé aujourd'hui à François Thérin, qui est médiateur professionnel et qui est partenaire de Previa depuis plusieurs années maintenant, de se joindre à moi. Et pendant ces 30 minutes, nous allons vous aider, nous l'espérons, à vous faire une idée un petit peu plus précise de l'approche de la médiation professionnelle. Et François vous donnera aussi un exemple concret de situation dans laquelle il est intervenu avec Previa et les résultats obtenus. Alors, bonjour François. Bonjour Pascal. En préparant ce webinaire, vous m'avez reprise quand j'ai parlé de gestion des conflits et vous préférez parler de résolution. Pourquoi ça ? Eh oui, alors merci de m'accueillir aujourd'hui. En effet, on entend souvent le terme de gestion de conflit. Je l'ai d'ailleurs lu il y a encore une demi-heure sur un article de presse qui a été relayé sur LinkedIn. Mais en fait, que faisons-nous vraiment lorsque nous gérons quelque chose ? Si en fait nous l'entretenions. Lorsque vous gérez votre entreprise, votre compte en banque, votre carrière, votre vie de famille, vos relations, c'est bien pour les entretenir. Les faire fructifier peut-être, c'est pour les développer plus que pour y mettre fin. Donc quand on gère un conflit, certes, on s'en occupe, mais en l'entretenant. Lorsque nous nous trouvons en conflit avec une autre personne, nous rencontrons une difficulté, un problème relationnel. Si nous souhaitons trouver une solution à ce conflit, y mettre fin, il y a donc besoin de le résoudre. Donc le processus structuré et structurant de la médiation professionnelle permet donc la résolution des conflits. C'est pour ça que je préfère ce terme. Bon, j'ai tout compris. Alors, on est entré tout de suite dans le vif du sujet. Et avant d'aller plus loin, j'ai encore une autre question de clarification cette fois. Chez Previa, on est souvent sollicité par des médiateurs, mais qui ont tous des profils très différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait les différents courants de la médiation ? Bien sûr, je vous remercie pour cette clarification d'ailleurs. C'est vrai que les termes de médiation et médiateur sont très utilisés, et puis même dans différents domaines. On a même maintenant des médiateurs de la culture, par exemple, et puis c'est comme ça depuis de longues années. La médiation, c'est un terme ancien. J'ai même des collègues et confrères sur le continent africain qui vous diront peut-être qu'en fait tout a commencé sous l'arbre à palabres. La médiation a également suivi l'évolution de la société, de la vie en société, l'évolution des conceptions de vision de la personne ou bien des relations. Et nous, en fait, on distingue 4 grands courants de pensée en médiation. Vous pouvez trouver en premier des médiateurs qui ont une approche plutôt juridique de la personne et des relations. Vous connaissez peut-être l'expression « nul n'est censé ignorer la loi ». On va dans ce cas-là peut-être plus en fait arbitrer ou concilier ou trancher. Et puis il y a également une approche confessionnelle de la médiation. Nous devrions tous connaître la différence entre le bien et le mal. Mais chacun a une vision différente de ce qui est bien et de ce qui est mal d'ailleurs. Ici, on va peut-être essayer plus de réconcilier ou bien de pardonner, de moraliser. Vous avez aussi des médiateurs qui ont une approche psychosociale. Chacun devrait avoir conscience de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas, comme le bien et le mal d'ailleurs. Mais ce qui est normal pour vous, est-ce que ça l'est pour moi ?
Donc vous le voyez, ici, on a affaire à des courants qui vont prendre la vision du tiers intervenant comme référence et qui vont amener les parties qui sont impliquées dans la médiation à s'y soumettre. Et il y a un quatrième courant, c'est celui de la médiation professionnelle. C'est une approche qui propose aux personnes de rentrer dans un nouveau paradigme. La médiation professionnelle est seulement enseignée d'ailleurs par l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, et c'est une discipline qui a un peu plus de 20 ans et qui a été créée par Jean-Louis Lascaux. C'est en fait un processus rationnel, méthodique, structuré, qui fait réfléchir, qui accompagne et qui fait décider les personnes qui rentrent en médiation. C'est un processus qui les aide à résoudre leurs difficultés relationnelles, leurs conflits. En fait, nous sommes tous un peu ignorants et tout dans la vie nécessite un apprentissage, y compris les relations. Apprendre les relations, les bonnes relations. Alors aujourd'hui, nous, on a décidé de ne vous parler que de la médiation professionnelle parce que c'est l'approche que nous privilégions chez Prévia. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait entre autres avec François. Et pour continuer donc à poser le sujet et à mettre un peu les choses en perspective, je vous propose de parler des relations au travail. Donc les relations au travail qui reposent sur plusieurs types de liens, des liens très encadrés, très codifiés, et puis d'autres qui dépendent en fait de chaque individu. Et oui. Alors tout d'abord, vous avez les liens juridiques. Donc dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, c'est justement le contrat de travail, le code du travail, le règlement intérieur de l'entreprise, les conventions collectives. On peut dire que c'est ce qui fait la relation. Viennent ensuite les liens techniques de la relation. En fait, c'est les enjeux et les intérêts. Et ce qui se matérialise par des objectifs. Ici, en fait, tout est mesurable, quantifiable, évaluable. C'est ce que fait la relation. Et enfin, il y a les liens émotionnels qui dépendent, eux, des motivations, des désirs, des attentes, des craintes de chacun, et qui sont également basés sur notre affect. Comme nous avons pu le dire un peu plus tôt, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas la relation à l'école. Les personnes font ce qu'elles peuvent en fonction de qui elles sont, de ce qu'elles ont appris de par leur éducation, leur instruction, de leur environnement, de leur expérience, de leurs croyances, leurs certitudes. Nous pouvons donc dire que c'est ceux qui font la relation. Et lorsqu'une relation est dégradée ou conflictuelle, dans l'entreprise, et dans tout autre cadre d'ailleurs, la médiation professionnelle intervient sur ce lien émotionnel entre les personnes, car tout au départ, c'est quand même l'émotion qui motive la relation. Depuis des années, Pascal, le conflit est plutôt abordé par le lien juridique, qui va intervenir sur le cadre de la loi. C'est la décision du juge, de l'arbitre, du conciliateur, du manager peut-être, mais le besoin de chacun est pas forcément pris en compte. Parmi nos auditeurs aujourd'hui, peut-être est-il arrivé à certains d'entre vous de rencontrer une situation relationnelle compliquée et qui a dû être réglée par un tiers. Vous avez peut-être gagné, mais est-ce que c'était vraiment ce que vous attendiez? Et si vous avez perdu? Dans les deux cas, quels ont été vos ressentis? Vos attentes, vos besoins ont-ils été satisfaits? Avez-vous été reconnu comme vous l'espériez? Le médiateur professionnel va accompagner les personnes en conflit dans leur compréhension de la situation, dans leur raisonnement, pour ainsi trouver une issue à ce conflit dans l'altérité. Le médiateur va ainsi ouvrir le chemin de la réflexion pour permettre aux personnes de construire ensemble leur projet relationnel, peu importe qu'elles choisissent de rompre consensuellement leur relation, ou bien de l'aménager, ou bien de la reprendre. Alors,
Merci, c'est vraiment intéressant de prendre son temps pour bien voir d'où on part et de quel type de relation on parle, de quel type de conflit aussi on parle. Et nous, concrètement, chez Previa, on voit aussi les conséquences à ne pas s'occuper des conflits. Il y a beaucoup d'entreprises où on sait qu'il y a des conflits dans certaines équipes et souvent enquistés, des conflits qui sont là de longue date, mais on se dit, laissons-les gérer. Hein. Ils géreront ça entre eux, c'est leur problème. Alors, nous, les conséquences qu'on voit, c'est d'abord la plus visible des conséquences, c'est l'absentéisme. Oui. Les arrêts à répétition, parfois même l'absence de longue durée, ou parfois les individus en conflit, hein, parce qu'on ne parle pas forcément de binôme en conflit, parfois c'est toute une équipe ou tout un environnement, un collectif qui est en conflit. Donc, ces personnes n'arrivent plus à entrer en relation, à relationner, comme j'entends souvent. Ils ont le sentiment d'avoir tout essayé et ils finissent par ne plus pouvoir faire face à la situation et donc à recourir à l'arrêt. Et bien souvent, ce conflit, il a un effet boule de neige. C'est-à-dire que les tensions, elles finissent par impacter tout l'environnement, toute l'équipe. Le conflit finit par occuper toute la place. Donc, chacun s'en mêle à sa façon. On voit des empathiques qui tentent de séparer les belligérants, les forces en présence. D'autres qui, au contraire, vont avoir tendance à attiser le conflit, à mettre de l'huile sur le feu. Mais de toute façon, tout le monde empathie et finalement, ça va parfois jusqu'à dégrader carrément l'engagement et la motivation de tout le monde. Oui, tout à fait. Nous sommes également régulièrement missionnés pour conduire des enquêtes de harcèlement moral. Alors qu'en fait, il s'agit plutôt d'une incapacité des personnes à communiquer et à sortir du conflit. Oui, alors ça nous est souvent arrivé que des entreprises décident de conduire une enquête parce qu'il y a eu une alerte sur des faits de harcèlement moral. Et en commençant l'étude, enfin l'enquête, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans la dénomination du harcèlement, mais bien plutôt dans l'incapacité de personnes, ou parfois plus, à sortir d'un conflit, effectivement. Alors François, ce qu'on constate aussi souvent dans nos missions, c'est que vivre dans un conflit qui s'enlise, ça a souvent des impacts directs carrément sur la santé psychologique, le stress, les manifestations anxieuses, mais aussi la santé physique. Donc, on voit des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des pathologies dorso-lombaires, d'où l'adage « j'en ai plein le dos ». Et du coup, j'aimerais bien qu'on donne, pour rester vraiment dans le concret, dans les manifestations, qu'on donne un exemple vécu, réel, d'une situation sur laquelle vous êtes intervenu et qu'on comprenne bien en particulier la dimension qui caractérise la médiation professionnelle, le courant auquel vous appartenez, donc cette dimension de soutien et d'accompagnement des personnes qui sont en conflit, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure quand vous nous présentiez ce courant-là. Oui, tout à fait. Alors en fait, il nous a été demandé d'intervenir dans une structure d'une dizaine de personnes où 2 collègues vivaient une relation difficile depuis presque 1 an. En fait, la relation était plus que difficile puisque ces personnes ne s'adressaient même plus la parole, à la limite pour s'attribuer des noms d'oiseaux. Je vous les laisse imaginer. Chacune des personnes est allée voir son manager qui, avec toute sa bonne volonté, a géré la situation tant bien que mal. Et en fait, il l'a entretenue au fil des mois. Il y a eu des arrêts maladie, des prises de parti de la part de certains collègues. Pour l'une personne, pour l'autre, certains en fait ne voulaient pas s'impliquer dans ce conflit. Donc on avait 3 petits noyaux. Et puis en fait, ça a créé de la démotivation. Et de l'impact sur les clients aussi. Exactement, des impacts sur la clientèle. C'était une agence en fait. Ouais. Donc en fait, notre intervention a permis de restaurer assez d'entente pour que les 2 salariés acceptent de se rencontrer et trouvent ensemble une issue à leur conflit. Elles ont décidé, dans ce cas-là, d'aménager leur relation. Elles sont même allées voir leur soutien respectif pour les informer de leur choix.
et cela a permis en fait de désenclencher les prises à partie respectives. Ouais. Donc, on le voit, hein, contribuer à résoudre un conflit, c'est bien, mais c'est tout aussi important de donner des outils à l'environnement des personnes en conflit pour améliorer durablement ce que je sais François aime bien appeler, et moi aussi je trouve que c'est très parlant, la qualité relationnelle. Donc, au sein du collectif, pour reprendre ce cas concret du conflit entre deux salariés dans cette agence, donc, qui avait conduit les autres salariés à former des clans, l'ambiance était, je crois qu'on peut le dire, hein, complètement pourrie. Oui, tout à fait. Donc par la suite, en fait, nous sommes intervenus en premier lieu pour une médiation, comme le pompier qui vient éteindre le feu. Et justement, la clé ensuite, c'est de donner des outils aux personnes qui ont été impliquées directement ou indirectement. Donc, nous avons réalisé un recueil des perceptions des relations au sein de l'équipe avec chaque personne, et ce qui a permis d'identifier le mal-être relationnel. Ensuite, nous avons créé des ateliers où les personnes ont appris à communiquer sans jugement, sans prédintention négatif, sans interprétation, et surtout sans développer de propos, d'actions contraignantes pour elles-mêmes ou pour les autres. Elles ont appris à s'exprimer factuellement, tout en ayant la possibilité d'exprimer leurs ressentis. Alors, elles ont bossé très dur pour en arriver là, mais elles y sont arrivées. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite clé. Peut-être pourriez-vous commencer par remercier ou par féliciter vos collègues pour ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, même si cela a l'air normal. J'entends des fois, oui, mais ça fait partie de son job. Mais pourtant. Et quand cela vous est agréable, certes, c'est assez facile, mais même quand cela ne vous l'est pas. Par exemple, je te remercie pour ton engagement, mais je te remercie également pour ton point de vue. Je suis sûre qu'on est un petit peu dans le sujet de la reconnaissance, là, comme on l'a abordé il n'y a pas longtemps dans un autre webinaire. Tout à fait. Donc, ça serait intéressant à ce stade, François, je pense, de nous en dire un peu plus, parce qu'on aime bien être concret dans ces webinaires de Prévia, de nous en dire un peu plus donc, sur le processus à suivre pour mettre en place une médiation et peut-être même la durée moyenne, si vous pouvez. Oui, Pascal, avec plaisir. En fait, avec les courants de pensée, on a aussi différentes façons de s'occuper d'une médiation. Pour les médiateurs professionnels, nous utilisons le processus structuré qui est enseigné par l'EPMN. Donc en entreprise, souvent la demande est faite par le département des ressources humaines, parfois la direction générale, parfois un salarié. Et donc nous prenons d'abord un temps d'échange pour évaluer la situation, recueillir entre autres le nom des personnes qui sont impliquées. En fait, rentrer en médiation, c'est un processus de libre décision. Et pour cela, chaque personne doit être informée du rôle du médiateur professionnel, de sa posture, du déroulement de la médiation. Ces personnes qui sont impliquées ou qui vont l'être ont peut-être des questions et nous sommes là pour justement amener toutes les précisions dont elles ont besoin pour choisir librement d'adhérer au processus de médiation qui leur est proposé. Cette première prise de contact prend environ 1 heure avec chaque personne. Une fois que le processus est lancé, que les personnes ont accepté de rentrer en médiation, c'est le moment des entretiens individuels. En fait, chaque partie rencontre le médiateur pour échanger sur la situation, sur son point de vue de cette situation-là, justement. À ce stade, nous évoquerons les solutions possibles à la résolution du conflit ou de leur relation dégradée. Ce moment, en fait, c'est un véritable espace de liberté, de créativité même. Et enfin, nous préparons les personnes ensemble à la réunion qui va suivre. Donc, une fois que chaque personne a fait sa rencontre avec le médiateur, c'est justement le moment de la réunion.
et de ce que nous aimons appeler de l'inimaginable discussion. Parce que nous aurons établi des principes de qualité relationnelle en amont avec chaque partie, les personnes impliquées sont alors en capacité d'échanger ensemble, de comprendre, de dialoguer, de s'entendre. Elles choisiront ensemble le type de projet relationnel qu'elles souhaitent mettre en place, et ce, peu importe l'issue choisie. Donc, pour la durée moyenne de ce processus, et selon la disponibilité de chacun, ça peut prendre entre 1 journée et demie à 2 jours, en dehors des phases de préparation et de la mise en place du projet relationnel qui aura été créé et qui a été convenu justement entre les personnes qui se sont rencontrées. J'ai d'ailleurs parlé de posture, Pascal, du médiateur professionnel. Et je vais revenir sur ce point qui est un peu fondamental, surtout quand on est membre de la CPMN. Nous adhérons à un code de déontologie, le Codéum, et donc nous adhérons aussi à plusieurs principes. Le principe de neutralité, nous sommes neutres vis-à-vis des solutions imaginées ou choisies par les parties qui sont rencontrées. Nous adhérons au principe d'impartialité. Nous ne favorisons pas une personne plus qu'une autre. Nous avons les principes d'indépendance. Nous sommes indépendants de toute autorité. Le médiateur ne sera pas là pour faire passer un message d'une autorité. Et enfin, tous les échanges que nous tenons se déroulent en toute confidentialité. Alors, merci de toutes ces précisions. J'en profite parce que pendant que vous parlez, c'est pas que je vous écoute pas, hein, François, mais en même temps, je regarde un peu le chat et je vois qu'il y a des médiateurs d'autres courants qui ont plein de choses à dire et de remarques à faire. Donc, évidemment, on répondra à tout ça après. Et je ne voudrais surtout pas qu'on croie qu'il n'y a que le courant de la médiation professionnelle de la chambre à laquelle vous appartenez, François. Nous, on représente. On parle de ce qu'on connaît, on va dire, on représente personne, mais on parle de ce qu'on connaît et du travail qu'on fait au quotidien. Après, on ne doute pas qu'il y a plein d'autres courants possibles et surtout en médiation professionnelle. J'ai vu le message concernant le Palo Alto, entre autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Encore une fois, nous, chez Prévia, on ne parle que de ce qu'on connaît, on ne parle pas pour tout le monde, bien entendu. Donc, j'aimerais, François, qu'on termine, parce que c'est une idée que je trouve vraiment intéressante et sur laquelle on aime bien travailler en général chez Prévia. Donc, on termine sur l'idée qu'en fait, on peut agir sur les conflits avant qu'ils se produisent, c'est-à-dire agir en prévention, ce qui est un peu notre motto, on va dire, chez Prévia. Et donc, pour agir en prévention, on peut proposer les outils de l'ingénierie relationnelle. Et quand on a commencé à parler de ça entre nous il y a quelques années, François, moi, je ne savais pas trop ce qu'on mettait derrière ce terme d'ingénierie relationnelle. Donc, j'aimerais bien que vous nous le reprécisiez aujourd'hui encore. Bien sûr. Alors, c'est vaste, l'ingénierie relationnelle, et je vais essayer de résumer rapidement parce que je vois en plus que l'heure tourne. En fait, l'ingénierie relationnelle, c'est ce qui permet de concevoir l'ensemble d'un projet sur le plan relationnel, que ce soit sur le type d'organisation, les modes de fonctionnement et le dialogue social. Ça permet je ne sais pas pourquoi on a perdu François. Donc, l'autre question que j'avais à poser à François concernait donc d'abord cette ingénierie relationnelle qui permet en fait de développer et d'entretenir la qualité dont on parlait tout à l'heure, la qualité des relations au travail par le biais d'analyse de la situation, ce qu'on appelle nous des audits relationnels, mais aussi le revoilà, de la formation, de l'accompagnement de la communication. Donc je vous laisse terminer votre point. Oui, en effet, donc c'est le fait de prendre conscience de nos façons de communiquer, de les faire évoluer, et c'est ce qui amènera aussi les personnes à découvrir l'altérité. Oui, l'altérité, encore un mot compliqué. Et oui, vous pouvez clarifier. Un des mots préférés de la médiation professionnelle. L'altérité, en fait, commence par la reconnaissance. Au sens de la médiation professionnelle, c'est la reconnaissance des légitimités de chacun. Nous sommes tous différents. Et pourtant, nous sommes tous légitimes dans nos points de vue, de par nos savoirs,
Pourtant, nous pouvons tous, à un moment donné, et face à une situation compliquée que nous n'avons jamais rencontrée, être ignorants, justement. Nous sommes tous légitimes aussi dans nos actions, du fait de nos expériences et de nos savoir-faire. Et pourtant, nous pouvons aussi être maladroits. C'est peut-être arrivé à plusieurs personnes qui regardent le webinaire aujourd'hui d'avoir voulu faire quelque chose, d'y avoir pensé, et puis tout compte fait, elles ont été maladroites dans la façon dont elles ont dit ou fait les choses. Et puis nous sommes tous légitimes dans nos intentions, parce qu'en premier lieu, nous sommes bien intentionnés vis-à-vis de nous-mêmes. Et parfois, il nous est compliqué, voire confusant, d'identifier nos positionnements par rapport à la situation, à la relation. Eh bien, c'est un sujet, je pense, qui mériterait qu'on continue ce webinaire, mais à un moment, il faut bien s'arrêter. Et donc, petite conclusion, la qualité des relations, on le voit, hein, quel que soit le courant auquel on appartient, c'est vraiment un facteur clé de qualité de vie au travail, mais aussi un facteur clé de santé. C'est les deux sujets qui nous tiennent à cœur chez Previa. Et prendre soin de cette qualité des relations, ça nous permet vraiment de préserver notre santé, celle de l'environnement de travail, et de nourrir aussi l'envie de contribuer, l'engagement au sein de cet environnement, de ce collectif. Donc, soutenir les salariés, les accompagner dans la résolution de leurs conflits, qu'ils soient individuels ou collectifs, ça fait partie, de notre point de vue, ça fait partie intégrante d'un plan d'amélioration continue de la santé et de la QVTC au sein d'une entreprise. Alors, merci François de votre intervention. On a encore quelques minutes pour répondre aux questions qu'on a reçues. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a quelqu'un qui demandait si ça vous est déjà arrivé, François, de ne pas pouvoir résoudre un conflit. Alors, j'accompagne les personnes à la résolution de leurs conflits. Je n'ai pas rencontré ce cas-là. Les personnes que nous avons rencontrées en médiation ont toujours trouvé une issue. Des fois, elle est un peu plus compliquée. Je vous parlais d'une journée et demie, 2 jours. Des fois, en effet, il faut un peu plus de temps. Parce qu'il y a également, justement, dans les liens techniques ou dans les liens juridiques, des choses à faire évoluer. Et qui ont influencé la relation des personnes. En revanche, c'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps qu'une personne se sent dans la capacité de rentrer dans le processus de médiation après les entretiens que vous avez eus avec elle. Tout à fait. Elle se sent trop fragile, pas en mesure de rentrer dans le processus de la médiation et qu'elle s'arrête au niveau de l'entretien avec vous et que la séance de médiation, on va dire, n'ait jamais lieu. Tout à fait. Et pourtant, les entretiens individuels ont permis à cette personne d'avoir un certain type de réflexion. C'était quelqu'un qui était en arrêt de travail, qui, avant nos rencontres, n'avait aucune idée de quand elle allait être capable de reprendre. Et puis, voilà, il y a eu quelques semaines plus tard un coup de téléphone à son service RH, alors que il n'y avait eu plus de communication orale depuis plusieurs mois entre le service et cette personne. Et aux dernières nouvelles, je crois qu'elle reprend cette semaine. Bonne nouvelle. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir participé. On est ravis à chaque fois de vous donner un peu de ce qu'on sait faire. Et on espère tous à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup.